Ma première leçon de l'année 2026, c'est une réalisation que j'ai eue après une énième méditation profonde. Encore, ça arrive de plus en plus souvent ces derniers temps. Ça me montre à quel point en fait la méditation c'est quelque chose de profondément sous-coté. Par moi le premier, hein. Je médite depuis on est en 2026, on va dire que je médite depuis peut-être régulièrement 2019 voire 2018. Donc j'approche 7 ans de pratique méditative si j'ai bien calculé. Et je continue en fait de découvrir de nouveaux bienfaits au fur et à mesure que ma pratique s'intègre à ma routine, entre guillemets. Et particulièrement quand j'ai des moments où j'ai pas médité pendant longtemps et que je reviens vers ma pratique. C'est vrai que c'est toujours des moments qui sont vraiment propices à certains déclics. Et celui que j'ai eu aujourd'hui, c'est probablement l'un des plus importants. Je sais que la méditation, c'est pas la tasse de thé de tout le monde, mais je pense que ce que j'ai compris pourrait aider, entre guillemets, certaines personnes à comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que la méditation, c'est pas leur tasse de thé? Pourquoi est-ce que c'est compliqué d'être... Et je parle vraiment de méditation profonde. Je parle vraiment de... C'est pas toujours une question de temps, mais on va dire que le temps reste quand même toujours un grand facteur. Je parle d'état de méditation qu'on atteint peut-être au bout de, je sais pas, d'un minimum d'une demi-heure, voire une heure de pratique. Et c'est un chrono que j'arrive à faire assez naturellement et facilement aujourd'hui. Ça veut pas nécessairement dire que ça pose problème que ce soit plus court ou quoi que ce soit, mais je pense que justement, quand on commence à atteindre certains temps de méditation, on se rend vite compte qu'il y a, de mon expérience en tout cas, une partie presque explorative. Et il y a des expériences de perception qui sont très différentes de ce dont on a l'habitude quand on médite pas, je pense. Et en soi, il y a tout un tas de pratiques qui peuvent être considérées comme méditatives. Je pense principalement à une activité que tu ferais où, entre guillemets, il y aurait une forme de d'accord, de synchronicité entre ta tête, ton corps, ton esprit, peu importe toutes les choses qui te composent. Chez certains sportifs, ça peut correspondre à l'état de flow. Chez certains musiciens, chez tout un tas de personnes en fait. Dans tout un tas d'activités, c'est le moment où, sans même t'en rendre compte, tu réalises, ou du moins, si c'est pas consciemment, ton corps réalise que tu fais conscience avec tout ce qui est aussi autour de toi. Et c'est un genre de paix qui parlera peut-être pas à tout le monde tel que je le décris comme ça, mais comme j'ai dit, il faut pas nécessairement passer par de la méditation pour atteindre cet état-là. Et c'est dans les moments les plus, entre guillemets, presque anodins, tu vois, c'est le fait d'écouter une musique qui te plaît et te laisser complètement entraîner par le rythme. Tu vois, c'est juste l'expression la plus pure de ce qu'il y a de meilleur pour l'être humain, en fait. Et ce qui célébrer sa propre existence sans qu'il y ait nécessairement de raison, tu vois.
ou trouver, entre guillemets, là. Ouais, tu trouves une forme de quiétude là-dedans. Les pensées sont peut-être un peu moins fortes, un peu moins présentes, un peu moins... Elles demandent peut-être un peu moins de ton attention. Et je pense que on est nombreux à avoir été habitués à penser au plus de choses possibles en même temps et apprendre à le gérer comme si c'était normal, à tel point qu'on s'est jamais demandé si il n'y avait pas autre chose qu'on pouvait définir comme point de départ. Et justement, ma réalisation, elle concerne la méditation, c'est que quand on atteint, entre guillemets, cette sensation de bien-être que t'as avec, après une pratique, entre guillemets, méditative, donc, j'en sais rien, si t'aimes courir, c'est le runner's high, comme ils l'appellent. C'est cette sensation-là, tu vois, c'est cette sensation où, même dans l'effort, même dans la difficulté, il y a quelque chose de pur qui s'exprime, tu vois. C'est pas parce que c'est difficile que ça te donne plus pour autant envie d'endurer. Et, et c'est ça, en fait, c'est des activités qui participent à te montrer que tu es capable, en fait, de trouver du plaisir dans ta vie et de célébrer ton existence, même dans les moments de difficulté. C'est pour ça que ça compte. Et ce dont je parle, tu vois, quand tu médites pendant tel temps et que tu te rapproches un peu de cette sensation, de cette fréquence-là, ce dont je parle, c'est pas un état passager. C'est pas, comment dire, c'est pas comme si tu prenais un médicament et que ça agissait sur tes symptômes. C'est vraiment toi. Et ça, c'est une distinction très importante. C'est-à-dire que quand tu ressens ce bien-être, euh, cet alignement, cet équilibre, en fait, tu touches à la version la plus authentique et la plus pure de toi-même. Ce que tu es quand il y a du silence autour et à l'intérieur. Ce qu'il reste, en fait, c'est vraiment c'est ça ton point de départ. Et comprendre les choses comme ça te montre en fait à quel point au quotidien, tu es éloigné de tout ça. À quel point tu es déréglé en fait, à quel point tu es pas dans un environnement qui te permet, encore en tout cas, de d'exprimer tout ça, d'exprimer la version la plus pure de ce que tu es, la majorité du temps, ou la totalité du temps. En fait, ce que ça te montre, c'est tout ce qu'il y a de toi qui reste encore à exprimer. Le bien-être, c'est pas quelque chose qui t'arrive, c'est toi-même. C'est un état auquel tu es rappelé quand tu arrives justement à créer cet espace pour faire le silence autour et en dedans. Et je pense que ce qui rend la méditation difficile pour certaines personnes, c'est qu'on fonctionne à des fréquences qui sont tellement éloignées de notre centre de base. En fait, on marche sur la tête depuis tellement longtemps pour une majorité d'entre nous que quand on redécouvre le naturel de ce que l'on est, ça nous semble inconfortable, étranger. C'est bizarre presque. Et on se rend pas compte que c'est un rappel,
c'est être confronté à la réalisation qu'en fait on n'est pas fait pour s'oublier à ce point. On n'est pas fait pour sacrifier autant de parts de nous-mêmes. Et toutes les choses avec lesquelles on lutte au quotidien, entre guillemets, sont des symptômes de représentation de tout ça. Donc c'est pas juste quelque chose qu'on fait pour se sentir bien, entre guillemets. La sensation de bien-être, c'est pas une conséquence de la méditation. La méditation t'a ramené à toi-même. La méditation n'a rien ajouté, entre guillemets. C'est ça l'effet de la méditation. C'est de te rappeler ce que tu es réellement. Et ça fait une énorme différence. Parce qu'imagine-toi vivre à cette fréquence. Imagine-toi une vie où ce que tu ressens, c'est ce bien-être-là. D'une façon illimitée en fait presque. Et je sais pas si c'est possible, je suppose que c'est possible, mais pour le savoir, il faudra en faire l'expérience. Pour réellement le savoir, pour le connaître, parce qu'en entendre parler et savoir que c'est possible pour d'autres personnes, et recevoir soi-même cette expérience, c'est deux choses différentes. Mais en fait, l'expérience, c'est soi. C'est tout le temps là. Et ça en dit long sur la résilience de ce que nous sommes réellement. Quand il suffit de lâcher totalement prise pour retourner au plus honnête, au plus authentique de ce que l'on est. Ça fait toute la différence. Parce que maintenant, si on décide de changer de vie, on peut décider de construire à partir de là. Tu vois, je peux décider de trouver un moyen de faire en sorte que ce soit la fréquence dominante dans mon quotidien et juste voir ce qui se passe et recevoir. Et quand je décide de prendre une action, quand je décide de poser un acte ou de prendre une décision, le poser depuis ce point-là, genre depuis cet îlot de clarté mentale et d'alignement holistique. J'espère que je dis pas de conneries, j'espère que c'est bien le mot et que c'est bien ce que ça veut dire. Et partir de là, tu vois, c'est comme si tu passais de, je sais pas, à bâtir une maison je sais pas à quel point le granit est plus solide que le béton, mais tu vois un peu l'idée. C'est comme si tu découvrais que tu pouvais bâtir des fondations avec des choses encore plus solides que ce avec quoi tu as travaillé jusqu'à maintenant. Et ça symboliquement, c'est puissant. C'est vraiment puissant. Parce que tu te permets plus de choses quand tu sais que tu construis avec un matériau plus robuste. Quand tu sais qu'en plus tu en as une certaine maîtrise, tu peux travailler la matière avec une forme de précision, t'es pas limité dans tes gestes. Tu peux prendre certaines fantaisies, tu peux, tu peux te permettre d'être un peu extravagant, grandiloquent. C'est ce qui est montré dans l'architecture. Il y a tout un tas de bâtiments en fait qui démontrent que ouais, des fois on peut des fois on sait rendre les choses
On a le potentiel, en tout cas, en nous, de rendre des choses qui sont de prime abord très difficiles. J'ai pas envie de dire très simples, mais entre guillemets, un niveau de maîtrise où on aurait l'impression que ce serait facile. Un niveau d'excellence, de... Et je sais pas, j'ai vraiment l'impression que partir de ce point-là, c'est... J'ai même pas envie de parler d'un code de triche, parce qu'en soi, si c'est notre fréquence ordinaire, c'est juste enfin commencer à travailler avec les outils adéquats. Et ça, c'est vraiment porteur d'espoir. Donc voilà, j'espère que cette petite réalisation, cette petite distinction aura servi, pourra servir à certaines personnes, particulièrement en ce qui concerne le fait de, voilà, de l'importance de se rappeler ce que l'on est réellement et de la fierté qu'on peut en tirer. Parce que je commence réellement à comprendre ce que les gens veulent dire quand ils disent que toutes les choses dont on a besoin se trouvent déjà en nous. Et ça fait beaucoup de bien de le réaliser. Voilà, prenez soin de vous.